Je viens d'une famille où il y avait énormément de violence physique, verbale, sexuelle, psychologique, bon. Mais dans la famille de mon père, j'avais un oncle qui tenait une boulangerie-pâtisserie. Donc, dans ma famille, j'avais pas accès à de la douceur, à de l'affection, c'était plutôt violent. Et je me rappelle que quand on allait visiter cet oncle-là qui travaillait beaucoup, donc au lieu d'aller dans sa résidence qui était au-dessus de la pâtisserie, on descendait directement à la pâtisserie. Et j'étais petite, il me prenait par la main, puis là, il m'amenait derrière le comptoir. Il me disait, choisis-toi une petite souris. Il y avait des gâteaux en forme de souris. Choisis-toi une petite souris, choisis-toi des biscuits. Et évidemment, mes parents n'étaient pas très favorables, mais cet oncle-là avait le dessus. Et j'ai toujours gardé une impression de douceur quand j'allais à cet endroit-là. C'était pas violent, c'était doux. Et c'est un des rares bons moments de mon enfance. C'est lui aussi qui, dans les parties de famille au jour de l'an, comme il était aussi traiteur, c'est lui qui fournissait toute la nourriture. Et il y avait 9 enfants du côté de mon père avec les conjoints, les enfants, les petits-enfants. Bon, tout ça, c'était une immense table avec au milieu un Saint-Honoré. Et, tu sais, les petites cornichons de fantaisie, les sandwichs, toutes sortes de couleurs comme il y en avait dans le temps. Et j'étais éblouie devant ce tableau-là d'abondance, de couleurs et d'odeurs aussi. Depuis plusieurs années, j'ai écrit un livre sur la pauvreté. Et il a été édité à la fin de l'été 2016. Et depuis ce temps-là, c'est comme si, même si je suis retraitée, la plupart de mon temps qui est hors du temps personnel, ben c'est du temps qui est consacré soit à de l'écriture encore sur la pauvreté, soit des interviews, soit défendre des fois le point de vue des personnes en situation de pauvreté. Et ce qui fait partie de mon présent aussi, puis de mon discours sur la pauvreté, c'est que on parle toujours de la pauvreté en termes de statistiques, en termes de le nombre de fraudeurs, le nombre de bénéficiaires, et puis les lois sont de plus en plus sévères pour amener les personnes le plus tôt possible sur le marché de l'emploi. Et personnellement, j'ai vécu dans une extrême pauvreté pendant plusieurs années suite à des problèmes de santé. Et j'ai vécu à travers ça une dépossession totale. C'était une dépossession matérielle, mais c'était aussi une dépossession de mon identité professionnelle, mon identité de femme. Au fond, ma profession me permettait de survivre à une enfance qui avait été impossible. Et quand j'ai perdu ma profession, c'est comme si je me suis retrouvée directement dans le passé. Je n'avais plus les moyens de fuir ce qui m'habitait comme souffrance. Donc, moi, j'ai vécu un passage de vie majeur à travers la pauvreté. Des moments de désespoir, oui, mais il y a eu un avant puis un après, parce que tout le contexte de l'aide sociale fait en sorte qu'on est... je me sentais contrôlée comme je l'étais quand j'étais enfant chez mes parents. La peur de se faire prendre en flagrant délit, sinon ils vont nous couper notre chèque d'aide sociale, les préjugés qu'il y a autour de la pauvreté. C'est comme si ça me ramenait dans un état psychologique que j'avais connu quand j'étais enfant, puis que je vivais dans la peur de mes parents, la peur d'être prise en défaut. Euh, et tout à coup, je me suis retrouvée sans argent pour me fuir, pour avoir des loisirs, pour voir des amis. Donc très isolée, plus de travail, donc dépossédée d'une part de mon identité. Et tout ça a fait en sorte que je me suis sentie un peu comme un prisonnier qui fait la belle vie, puis un jour, il se fait arrêter. Il est tout seul dans sa cellule, puis il se rend compte que ça ne marche pas, qu'il y a des choses à régler dans sa vie s'il veut reprendre la vie normale. Et pour moi, ça a fait ça. C'est comme si la période d'isolement m'a permis de rencontrer mes blessures, de ne pas les fuir, euh, de m'ancrer dans une histoire qui était vraie. Parce que quand on vient d'une enfance malheureuse, on vit avec des illusions. On se fuit, puis on fuit nos racines, alors que j'ai dû m'ancrer dans une histoire qui était vraie, dans mon enfance. J'ai dû me pacifier aussi, parce que quand
Euh, Quand on n'aime pas ses parents, parce qu'ils sont un peu bourreaux, on se dit ben moi, je ne serai jamais comme mes parents, je vais faire mieux que ça. Puis quand on devient adulte, puis qu'on n'a plus de défense, on se rend compte qu'au fond, on porte la même colère que ses parents. On porte les mêmes failles que ses parents. On porte la rage de ses parents. Et il faut accepter le legs psychologique de ces parents-là. C'est pas vrai qu'on n'est pas comme... si on dit toujours la pomme tombe à côté du pommier, ben on n'est pas une poire qui est tombée à côté d'un pommier. J'étais une pomme et j'ai hérité des failles de mes parents. Et ça m'a obligée à me pacifier, à faire la paix avec mes racines, à faire la paix avec les personnes que je considérais comme des monstres, qui étaient au fond des personnes humaines profondément blessées, donc inaptes à être des bons parents et donc qui nous ont transmis leurs failles, leur violence. Ça a été un long processus de, je dirais pas de pardon, mais de pacification, et avec mon histoire, et avec ma vie, et avec qui je suis, et avec qui je suis devenue à travers cette histoire-là. Et c'est ça qui m'occupe le plus présentement, parce que quand j'ai sorti mon livre, tout le monde me disait « Ah, c'est bien, on ne savait pas comment ça vivait, une assistée sociale. Ah, tu nous montres qu'ils ont honte, tu nous montres qu'ils font des affaires, tu nous montres qu'ils font la file dans les banques alimentaires. On ne savait pas ça. » Mais moi, je voulais leur dire « Oui, il y a tout ça, mais la pauvreté n'est pas une épreuve honteuse. » Même s'il y a plein de préjugés. Et pour moi, la pauvreté, c'est au même titre qu'une épreuve par la maladie ou par un deuil. On n'a pas de préjugés, ou en tout cas très peu, envers les personnes qui sont atteintes d'un cancer ou de la sclérose en plaques, ou des personnes qui vivent un deuil. Spontanément, on a envie de les accompagner, ce qu'on ne fait pas avec les assistés sociaux. Ce serait une société merveilleuse où on donne les moyens financiers à toute personne de vivre décemment. Parce que ne pas pouvoir vivre décemment, c'est au jour le jour dire est-ce que je peux manger, est-ce que je peux avoir un toit, est-ce que je peux avoir des vêtements chauds pour l'hiver. Et quand on est dans cet espace-là, on n'est pas en train de se construire et on n'est pas en train de construire la société dans laquelle on veut vivre, dans laquelle on aimerait vivre. Et on est entretenu par une société. Je pense qu'un être humain épanoui doit avoir les moyens de contribuer à sa société, que ce soit par le travail, par le bénévolat, par les arts. Mais c'est ça, sortir de la pauvreté, c'est pouvoir contribuer à sa société et donc devenir solidaire. Je n'aime pas le mot charité, parce que charité, c'est comme s'il y a quelqu'un au-dessus qui a des moyens et qui donne à quelqu'un qui n'en a pas. Alors que la solidarité, c'est tout le monde qui est solidaire de tout le monde. Et il y a un meilleur contrebalancement. Je n'ai pas le bon mot, là. Mais il y a plus d'équité. Et pour moi, c'est important parce que si tout le monde a les moyens de s'épanouir, ça veut dire que les enfants ont les moyens de bien grandir, de bien s'épanouir, de bien se cultiver, de bien être instruits. Ça veut dire que les malades ont les moyens en tout cas, d'améliorer leur état de santé. Ça veut dire que les vieillards ont les moyens qu'on prenne soin d'eux. Alors, c'est important pour moi que dans une société idéale, tout le monde ait un minimum de moyens matériels pour sortir d'un espace d'animalité. Tu sais, l'animal se lève le matin puis il veut manger. Quand tu es pauvre, c'est ce que tu fais. Mais pour devenir un être humain, il faut plus que ça.